J'ai toujours cru que le destin avait une façon particulière de se manifester. Parfois, il arrive comme un murmure à peine perceptible, d'autres fois comme un cri assourdissant qui ébranle les fondements de notre existence. Pour moi, Étienne Dupont, héritier d'une fortune que je n'avais jamais demandée, le destin est arrivé sous la forme d'une femme débraillée assise au coin d'une rue dans la ville bruyante que je croyais connaître. Je me souviens de ce jour avec une clarté qui me surprend. Le soleil de l'après-midi baignait les rues d'une lueur dorée, un spectacle qui passait habituellement inaperçu à mes yeux, toujours fixé sur l'écran de mon téléphone ou sur les papiers d'une quelconque affaire en cours. Je conduisais ma voiture de sport dernier modèle, un jouet de plus dans ma collection de distractions quand je l'ai vue. Je ne sais pas ce qui m'a fait m'arrêter. Peut-être était-ce la façon dont ses épaules se voûtaient, comme si elle portait le poids du monde, ou peut-être étaient-ce ses yeux, deux puits profonds de tristesse qui semblaient refléter le vide que je ressentais moi-même. Quoi qu'il en soit, quelque chose en elle a résonné au plus profond de mon être, éveillant une émotion que je croyais morte depuis longtemps. Je me suis garé brusquement, ignorant les protestations des conducteurs derrière moi. Je suis sorti de la voiture et me suis approché d'elle, sentant mon cœur battre avec une intensité inconnue. « Excusez-moi », ai-je dit, surpris par le tremblement dans ma voix. « Avez-vous besoin d'aide ?» Elle a levé les yeux et pendant un moment le monde sembla s'arrêter. Ses yeux d'un brun profond me regardaient avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Pourquoi un homme comme vous voudrait-il aider quelqu'un comme moi ?» a-t-elle demandé d'une voix rauque, comme si elle n'avait pas parlé depuis longtemps. Sa question m'a laissé sans voix. Pourquoi, en effet? Moi, Étienne Dupont, le jeune millionnaire, l'homme qui avait tout et en même temps n'avait rien, que pouvais-je offrir à cette femme qui semblait avoir tout perdu? Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais j'aimerais essayer. Elle m'a fixé pendant ce qui semblait une éternité. Finalement, avec un soupir qui semblait provenir du plus profond de son âme, elle a acquiescé. « Je m'appelle Amélie », a-t-elle dit simplement. « Étienne », ai-je répondu, tendant ma main. Elle l'a prise avec prudence et j'ai senti un courant électrique parcourir mon corps. À ce moment-là, bien que je ne le sache pas encore, ma vie était sur le point de changer pour toujours. « Amélie », ai-je répété son nom, savourant chaque syllabe. « Voulez-vous venir avec moi? Je peux vous offrir un endroit pour vous reposer cette nuit. » J'ai vu la peur et le doute traverser son visage, mais aussi une lueur d'espoir. Après un moment qui sembla éternel, elle a lentement acquiescé. Je l'ai aidée à se lever et l'ai guidée vers ma voiture. En ouvrant la porte pour elle, je n'ai pu m'empêcher de remarquer les regards étonnés et désapprobateurs des passants. Le contraste entre mon costume de créateur et ses vêtements usés était évident, mais à ce moment-là, rien de tout cela n'importait. Pendant que je conduisais vers mon manoir, je jetais des coups d'œil furtifs à ma mystérieuse passagère. Amélie regardait par la fenêtre avec une expression d'émerveillement enfantin, comme si elle voyait la ville pour la première fois. Je me suis demandé combien de temps s'était écoulé depuis la dernière fois qu'elle s'était sentie en sécurité, depuis la dernière fois qu'elle avait eu un toit au-dessus de sa tête. En arrivant chez moi, j'ai vu ses yeux s'écarquiller devant la vue de l'imposante structure. « Vous vivez ici ?» a-t-elle demandé dans un murmure. « Oui », ai-je répondu, me sentant soudainement honteux de mon opulence. « Venez, je vais vous montrer votre chambre. » Je l'ai guidée à travers les couloirs de marbre, passant devant des salles remplies d'œuvres d'art que je ne m'étais jamais vraiment donné la peine d'apprécier. Amélie regardait tout avec un mélange d'émerveillement et quelque chose d'autre. De la nostalgie peut-être. Finalement, nous sommes arrivés à l'une des chambres d'amis. « Vous pouvez rester ici », lui ai-je dit en ouvrant la porte. « Il y a une salle de bain privée et des vêtements propres dans l'armoire. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, il vous suffit de le demander. » Amélie est entrée lentement dans la chambre, comme si elle craignait que tout ne disparaisse si elle bougeait trop vite. Elle s'est tournée vers moi et pour la première fois, j'ai vu un timide sourire sur son visage. « Merci, Étienne », a-t-elle dit doucement. « Je ne sais pas pourquoi vous faites ça, mais merci. » En fermant la porte derrière moi, je me suis rendu compte que je ne savais pas non plus pourquoi je le faisais. Tout ce que je savais, c'est que pour la première fois depuis longtemps, je sentais que je faisais quelque chose qui avait vraiment de l'importance. Cette nuit-là, en me préparant à dormir, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la femme mystérieuse qui dormait maintenant sous mon toit. Qui était vraiment Amélie? Quel secret cachait-elle derrière ses yeux tristes? Et plus important encore, pourquoi avais-je le sentiment
que ma vie était sur le point de changer à jamais. Avec ces questions qui tournèrent dans ma tête, je me suis plongé dans un sommeil agité, sans savoir que le destin ne faisait que commencer à tisser sa toile complexe autour de nous. Les jours qui ont suivi l'arrivée d'Amélie ont été une montagne russe d'émotions. Moi qui avais vécu si longtemps dans une bulle d'apathie et de désintérêt, je me retrouvais maintenant complètement fasciné par cette femme énigmatique. Au début, notre cohabitation fut étrange, c'est le moins qu'on puisse dire. Amélie se déplaçait dans la maison comme un fantôme, silencieuse et prudente. Moi, de mon côté, je ne savais pas comment agir. Comment est-on censé se comporter avec une femme sans abri qu'on a invitée à vivre dans son manoir? Mais peu à peu, les choses ont commencé à changer. C'est au cours d'un dîner, quelques jours après son arrivée, que le premier changement significatif s'est produit. Nous étions assis dans la salle à manger, un espace trop grand et trop ostentatoire pour seulement 2 personnes. J'avais demandé à mon chef de préparer une variété de plats, ne sachant pas ce qu'Amélie aimerait. Elle regardait la nourriture avec un mélange d'émerveillement et quelque chose que je n'arrivais pas à identifier. « Quelque chose ne va pas ?» ai-je demandé, inquiet que la nourriture ne soit pas à son goût. Amélie a levé les yeux et pour la première fois, j'ai vu une lueur d'émotion dans son regard. « C'est juste que ça me rappelle quelque chose », a-t-elle dit doucement. « Il y a longtemps, je dînais dans des endroits comme celui-ci. La disposition des couverts, la présentation des plats, c'est comme un écho d'une autre vie. » Ces paroles m'ont pris par surprise. « Une autre vie ?» ai-je demandé intrigué. Elle a acquiescé, prenant une gorgée de vin. « Il fut un temps où moi aussi je vivais entouré de luxe », a-t-elle dit avec un sourire triste. Mais c'était il y a bien longtemps. J'ai senti mon cœur s'accélérer. C'était la première fois qu'Amélie parlait de son passé. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé doucement, craignant que ma curiosité ne la fasse se refermer à nouveau. Amélie est restée silencieuse un moment, comme si elle décidait de ce qu'elle allait révéler. Finalement, elle a parlé. « J'étais artiste, vous savez, une peintre. J'ai eu du succès, des expositions dans des galeries importantes, des critiques favorables. Mais ensuite, j'ai rencontré quelqu'un qui a tout changé. Sa voix s'est légèrement brisée à la fin, et j'ai pu voir la douleur dans ses yeux. Sans réfléchir, j'ai tendu la main par-dessus la table et j'ai pris la sienne. Elle ne l'a pas retirée. « Qui était-ce » ai-je demandé doucement. « Il s'appelait Antoine », a-t-elle répondu, et le nom a sonné comme une malédiction sur ses lèvres. C'était un collectionneur d'art, charismatique, charmant et complètement impitoyable. Amélie m'a raconté comment Antoine l'avait séduite, non seulement romantiquement, mais aussi professionnellement. Il lui avait promis de porter sa carrière à de nouveaux sommets, de la connecter aux cercles les plus influents du monde de l'art. Et pendant un temps, il avait tenu ses promesses. « Mais tout n'était qu'un mensonge », a dit Amélie, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Antoine utilisait mon talent pour ses propres fins. Il me faisait créer des faux d'œuvres célèbres qu'il vendait ensuite sur le marché noir. J'ai senti la colère monter en moi. « Et que s'est-il passé quand vous l'avez découvert ?» ai-je demandé, bien que je craigne de connaître la réponse. Les yeux d'Amélie se sont remplis de larmes. Je l'ai confronté. Je lui ai dit que j'allais le dénoncer. Et il m'a attaqué. Il a détruit mes peintures, mon atelier, ma vie. J'ai dû fuir, tout laisser derrière moi. Et depuis, j'erre, essayant d'échapper à mon passé et à moi-même. Le silence qui a suivi sa confession était assourdissant. Mon esprit tournait, essayant de traiter tout ce que j'avais entendu. Amélie, cette femme que j'avais trouvée dans la rue, n'était pas simplement une personne sans abri. C'était une artiste talentueuse, une femme qui avait été trahie et blessée de la pire façon possible. « Amélie », ai-je finalement dit, serrant sa main, « je suis tellement désolé. Personne ne devrait vivre une chose pareille. » Elle m'a regardé, et j'ai vu un mélange de vulnérabilité et de gratitude dans ses yeux. « Merci de m'avoir écouté, Étienne. Je n'avais parlé de cela à personne depuis longtemps. » À ce moment-là, j'ai senti que quelque chose changeait entre nous. Nous n'étions plus simplement 2 étrangers vivant sous le même toit. Nous avions partagé quelque chose de profond, quelque chose qui nous connectait d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. « Aimeriez-vous peindre à nouveau ?» ai-je demandé soudainement, me surprenant moi-même. Amélie m'a regardé avec surprise. « Je ne sais pas. Cela fait des années que je n'ai pas tenu un pinceau. J'ai une salle d'art, ai-je dit, sentant une émotion que je n'avais pas ressentie depuis longtemps.
Elle est pleine de toiles vierges et de matériel de peinture. Si vous voulez, vous pourriez l'utiliser. » J'ai vu ses yeux s'illuminer à cette idée, bien que la peur soit rapidement revenue les assombrir. « Je ne sais pas si je suis prête, » a-t-elle dit doucement. Je me suis levé et j'ai tendu ma main vers elle. « Vous n'avez pas à le faire maintenant, mais quand vous serez prête, ce sera là pour vous. » Amélie a pris ma main et s'est levée. Pendant un moment, nous étions très proches et j'ai pu voir chaque détail de son visage. Malgré les années de souffrance, il y avait une beauté en elle qui me coupait le souffle. « Merci, Étienne, » a-t-elle dit doucement. « Pour tout. » Cette nuit-là, en me préparant à dormir, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Amélie et à son histoire. J'ai ressenti une détermination que je n'avais pas éprouvée depuis des années. Je voulais l'aider, je voulais voir son talent briller à nouveau. Et plus que tout, je voulais la protéger de tout ce qui pourrait la blesser à nouveau. Je ne savais pas encore que le passé d'Amélie était sur le point de nous rattraper, et que nos vies allaient s'entremêler d'une manière qu'aucun de nous n'aurait pu imaginer. Les jours se sont transformés en semaines, et peu à peu Amélie a commencé à s'ouvrir. C'était comme voir une fleur fanée revenir à la vie, lentement mais avec une beauté indéniable. Chaque jour, je découvrais quelque chose de nouveau à son sujet, de petits détails qui me fascinaient et me donnaient envie de mieux la connaître. Un matin, alors que nous prenions le petit déjeuner sur la terrasse, Amélie est restée à contempler le jardin avec une expression pensive. « À quoi pensez-vous » ai-je demandé, curieux. Elle a souri, un sourire qui a illuminé son visage d'une manière qui m'a coupé le souffle. « Aux couleurs » a-t-elle répondu, « à la façon dont la lumière du soleil fait briller les feuilles dans différentes nuances de vert, à la façon dont le ciel passe d'un bleu pâle à un bleu profond. » J'avais oublié à quel point le monde pouvait être beau. Ces paroles m'ont profondément ému. Je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais oublié comment apprécier la beauté qui m'entourait. J'avais été tellement occupé à poursuivre le succès et la richesse que j'avais perdu de vue les choses simples qui rendent la vie digne d'être vécue. « Amélie, » ai-je dit doucement, « aimeriez-vous voir la salle d'art aujourd'hui ?» Elle m'a regardé et j'ai pu voir la peur et l'excitation lutter dans ses yeux. Après un moment, elle a acquiescé. Je l'ai guidée à travers la maison jusqu'à une porte que j'ouvrais rarement. Quand je l'ai poussée, révélant la vaste salle remplie de toiles vierges, de chevalets et d'étagères débordant de peintures et de pinceaux, j'ai entendu Amélie retenir son souffle. « Oh, Étienne » a-t-elle murmuré, ses yeux parcourant la pièce avec émerveillement. « C'est magnifique. » Je l'ai observée alors qu'elle marchait lentement dans la salle, ses doigts effleurant doucement les toiles, caressant les pinceaux comme s'ils étaient de vieux amis. J'ai vu ses yeux se remplir de larmes, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de tristesse. « Voulez-vous essayer » ai-je demandé doucement, sentant que j'étais témoin d'un moment crucial. Amélie a lentement acquiescé comme si elle était en transe. Elle a pris un pinceau d'une main tremblante et s'est approchée d'une toile vierge. Pendant un moment, elle est restée immobile, le pinceau suspendu en l'air. J'ai pu voir la peur dans ses yeux, la crainte que son talent ne l'ait abandonnée. « Tout va bien, » lui ai-je dit, posant une main sur son épaule. « Ça n'a pas besoin d'être parfait. Laissez-le simplement couler. » Elle a fermé les yeux, pris une profonde inspiration et a commencé à peindre. Au début, ses traits étaient timides, incertains. Mais peu à peu, comme si elle se souvenait d'une ancienne danse, ses mouvements sont devenus plus fluides, plus confiants. Je suis resté là, fasciné, voyant la toile blanche prendre vie sous ses mains. Des couleurs vibrantes explosaient sur la toile, des formes abstraites qui semblaient d'une certaine manière raconter une histoire. C'était comme si toute l'émotion contenue en Amélie pendant des années était libérée d'un seul coup. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Cela aurait pu être des minutes ou des heures. Mais quand elle a finalement baissé le pinceau, nous sommes tous les deux restés sans voix devant ce qu'elle avait créé. C'était un tableau abstrait, rempli de tourbillons de bleu et de vert qui me rappelait la mer en tempête. Mais au centre, émergeant de la turbulence, il y avait une figure dorée brillante comme le soleil. C'était chaotique et beau, plein de douleur et d'espoir en même temps. « Amélie » ai-je murmuré, « c'est incroyable. » Elle s'est tournée vers moi et j'ai vu des larmes couler sur ses joues. Mais cette fois, il y avait un sourire sur son visage, un sourire de pure joie. « Merci, Étienne » a-t-elle dit, sa voix brisée par l'émotion. « Merci de m'avoir rendu cela. » Sans réfléchir, je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est raidie un moment, mais s'est ensuite détendue dans mes bras, sanglotant doucement.
J'ai senti que quelque chose se brisait aussi en moi, une barrière que j'avais construite autour de mon cœur pendant des années. « Non, Amélie, » ai-je dit doucement. « Merci à vous de m'avoir montré ce qu'est le véritable art. » Ce jour-là a marqué un tournant. À partir de ce moment, Amélie passait des heures dans la salle d'art, peignant avec une passion et une intensité qui me laissaient stupéfait. Je l'observais, fasciné non seulement par son talent, mais aussi par la transformation qui se produisait sous mes yeux. La femme craintive et renfermée que j'avais ramassée dans la rue disparaissait, remplacée par une artiste vibrante et passionnée. Son rire, autrefois si rare, remplissait maintenant la maison. Ses yeux brillaient d'une lumière qui faisait accélérer mon cœur chaque fois que je la regardais. Un soir, alors que nous dînions, Amélie m'a surpris avec une question. « Étienne, a-t-elle dit, me regardant avec un mélange de nervosité et de détermination, croyez-vous que je pourrais à nouveau exposer mon travail ?» J'ai ressenti une vague d'émotion à ces paroles. « Bien sûr que oui, ai-je répondu sans hésiter. Votre travail est incroyable, Amélie. Le monde mérite de le voir. » Elle a souri, mais j'ai pu voir l'ombre de la peur dans ses yeux. « J'ai peur, a-t-elle admis. Et si Antoine l'apprenait? S'il essayait de me retrouver ?» J'ai pris sa main sur la table, sentant une fureur protectrice grandir en moi. « Je ne le laisserai pas vous faire de mal, » ai-je dit fermement. « Je vous le promets, Amélie, vous êtes en sécurité ici. » Elle m'a regardé, et pendant un moment j'ai vu quelque chose dans ses yeux qui a fait s'arrêter mon cœur. Était-ce possible? Non, me suis-je dit. Je ne pouvais pas me permettre de penser ainsi. Amélie me faisait confiance, elle dépendait de moi. Je ne pouvais pas trahir cette confiance. « Merci, Étienne, » a-t-elle dit doucement. « Je ne sais pas ce que je ferais sans vous. » Cette nuit-là, en me préparant à dormir, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Amélie et à quel point elle avait changé ma vie en si peu de temps. Elle avait apporté de la couleur à mon monde gris. Elle avait éveillé des émotions que je croyais mortes depuis longtemps. Mais je savais aussi que le chemin à parcourir ne serait pas facile. Le fantôme d'Antoine rôdait encore dans les ombres, et je savais que nous devrions l'affronter tôt ou tard. Mais en regardant par la fenêtre vers la nuit étoilée, j'ai fait une promesse silencieuse. « Je vous protégerai, Amélie, » ai-je murmuré. « Quoi qu'il arrive, je serai à vos côtés. » Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était que cette promesse serait mise à l'épreuve plus tôt que je ne l'imaginais, et que les secrets du passé étaient sur le point d'être révélés, changeant nos vies à jamais. Les jours suivants ont passé dans un tourbillon d'activités. Je me suis plongé dans l'organisation d'une exposition pour Amélie, déterminé à réaliser son rêve de retourner dans le monde de l'art. J'ai contacté des galeristes, des critiques, des collectionneurs, utilisant chaque connexion que j'avais pour m'assurer que le retour d'Amélie dans le monde de l'art soit spectaculaire. Amélie, de son côté, peignait avec une intensité féroce. Chaque jour, elle produisait de nouveaux chefs-d'œuvre, chacun plus impressionnant que le précédent. La voir travailler était comme assister à un miracle, et je me surprenais à passer de plus en plus de temps dans la salle d'art, simplement à l'observer. Un après-midi, alors qu'Amélie travaillait sur une nouvelle toile, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Dans le coin de la peinture, presque caché parmi les tourbillons de couleurs, il y avait un motif qui me semblait familier. « Amélie » ai-je dit, m'approchant pour mieux regarder. « Qu'est-ce que c'est ?» Elle s'est arrêtée, regardant là où je pointais. Pendant un moment, elle a semblé confuse, mais j'ai ensuite vu la couleur quitter son visage. « Je ne sais pas, a-t-elle dit, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je ne me souviens pas l'avoir peint. » J'ai froncé les sourcils, intrigué. Le motif était subtil, mais indéniablement là. On aurait dit une série de chiffres et de lettres, disposés d'une manière qui me rappelait un code. « Est-il possible que ce soit quelque chose de votre passé ?» ai-je demandé doucement, conscient de la délicatesse du sujet. Amélie est restée à fixer la toile, ses yeux remplis d'un mélange de peur et de confusion. « Peut-être, a-t-elle finalement dit. Il y a eu un temps, quand je travaillais avec Antoine, parfois j'incluais des détails dans mes peintures, des détails que moi seul connaissais. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Quel genre de détails? Elle a fermé les yeux, comme si elle essayait de se souvenir de quelque chose de douloureux. Des informations sur les œuvres qu'Antoine falsifiait, des dates, des lieux, des noms. Je voulais laisser une trace, au cas où j'aurais un jour le courage de le dénoncer. J'en ai eu le souffle coupé. « Amélie » ai-je dit, prenant ses mains dans les miennes. «
Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie? Si vous avez inclus ces informations dans vos nouvelles peintures, nous pourrions avoir des preuves contre Antoine, a-t-elle terminé, ses yeux s'ouvrant brusquement. Nous nous sommes regardés, l'ampleur de ce que nous venions de découvrir nous tombant dessus comme une avalanche. D'un côté, c'était une opportunité incroyable. Avec ces informations, nous pourrions enfin traduire Antoine en justice. Mais d'un autre côté, c'est dangereux, ai-je dit, sentant une vague de peur. Si Antoine apprend que ces peintures existent, il viendra pour moi, a dit Amélie, sa voix tremblante. Étienne, j'ai peur. Je l'ai prise dans mes bras sans réfléchir, sentant comme elle tremblait contre moi. Je ne le laisserai pas vous faire de mal, ai-je dit farouchement. Je vous le promets, Amélie. Je serai à vos côtés, quoi qu'il arrive. Nous sommes restés ainsi un moment, enlacés au milieu de la salle d'art, entourés par les peintures que nous savions maintenant contenir des secrets dangereux. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai vu une détermination dans les yeux d'Amélie que je n'avais jamais vue auparavant. « Nous devons faire quelque chose », a-t-elle dit. Je ne peux pas continuer à fuir pour toujours. J'ai acquiescé, ressentant un mélange de fierté et de peur. Nous le ferons ensemble, ai-je dit. Mais nous devons être prudents. Nous avons besoin d'un plan. Cette nuit-là, pendant qu'Amélie dormait, je suis resté éveillé, mon esprit tournant avec des possibilités et des dangers. Je savais que nous étions sur le point de nous embarquer dans quelque chose de dangereux, quelque chose qui pourrait tout changer. Mais en regardant par la fenêtre vers la ville endormie, j'ai su qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Amélie était entrée dans ma vie comme une tornade, éveillant des émotions que je croyais mortes depuis longtemps. Et maintenant, alors que nous nous préparions à affronter les démons de son passé, je me suis rendu compte que je ferais n'importe quoi pour la protéger, pour m'assurer qu'elle n'aurait plus jamais à vivre dans la peur. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'était que le danger était plus proche que nous ne l'imaginions, et que nos vies étaient sur le point de prendre un tournant qu'aucun de nous n'aurait pu prévoir. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités frénétiques. Tout en continuant les préparatifs pour l'exposition d'Amélie, nous nous sommes également plongés dans la tâche de déchiffrer les codes cachés dans ces peintures. C'était un travail délicat et stressant qui nous tenait éveillés jusqu'à tard dans la nuit, penchés sur des toiles et des notes griffonnées. C'est au cours d'une de ces sessions nocturnes que quelque chose s'est produit qui allait changer le cours de nos vies pour toujours. Nous étions dans la salle d'art, entourés de peintures et de tasses de café froid, quand nous avons entendu la sonnette de la porte. J'ai sursauté, regardant l'horloge. Il était presque 2 heures du matin. « Qui cela pourrait-il être à cette heure ?» a demandé Amélie, la peur évidente dans sa voix. « Restez ici, lui ai-je dit, sentant une vague d'appréhension. Je vais aller voir. » Je suis descendu les escaliers, le cœur battant fort dans ma poitrine. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé face à face avec un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand et mince, avec des yeux sombres qui semblaient me transpercer. « Étienne Dupont ?» a-t-il demandé, sa voix tendue et urgente. J'ai acquiescé, méfiant. « Qui êtes-vous ?»« Je m'appelle Julien » a-t-il dit, jetant un coup d'œil nerveux par-dessus mon épaule. « J'étais un ami d'Amélie. J'ai besoin de lui parler, c'est urgent. » J'ai senti mon corps se tendre. « Je ne sais pas de qui vous parlez, » ai-je menti, essayant de garder ma voix ferme. Julien m'a regardé avec un mélange de frustration et de désespoir. « S'il vous plaît, » a-t-il dit à voix basse, « je sais qu'elle est ici. J'ai besoin de la prévenir. »« Antoine, il est de retour, il la cherche. » J'ai senti le sol s'ouvrir sous mes pieds. Antoine. L'homme qui avait détruit la vie d'Amélie, qui l'avait forcé à fuir et à se cacher pendant des années. Et maintenant, il était de retour. Étienne. J'ai entendu la voix d'Amélie derrière moi. Je me suis retourné pour la voir debout dans les escaliers, son visage pâle de peur. Laisse-le entrer, je connais Julien. Le cœur lourd, j'ai ouvert davantage la porte et j'ai laissé entrer Julien. Nous nous sommes tous dirigés vers le salon, un silence tendu s'abattant sur nous. « Amélie !» a dit Julien, sa voix brisée par l'émotion. « Je suis tellement désolé. J'essaie de te retrouver depuis des années. » Amélie l'a regardé, ses yeux remplis d'un mélange de joie et de peur. « Julien !» a-t-elle dit doucement. « Comment m'as-tu trouvé ?»« J'ai entendu des rumeurs, » a-t-il dit. « À propos d'une nouvelle artiste qui allait avoir une exposition. Quand j'ai vu les images de tes œuvres, j'ai su que c'était toi, et j'ai su que je devais te prévenir. »« Me prévenir ?» a demandé Amélie, bien que son ton indiquait qu'elle connaissait déjà la réponse.
Julien a hoché la tête sombrement. Antoine est de retour en ville. Il pose des questions, montre ta photo. Il est déterminé à te retrouver, Amélie. J'ai vu la couleur quitter le visage d'Amélie. Elle a vacillé légèrement et je me suis précipité à ses côtés, la prenant par le bras pour la soutenir. « Qu'allons-nous faire » a-t-elle murmuré, me regardant avec des yeux remplis de panique. J'ai senti une vague de détermination. « Nous allons l'affronter », ai-je dit fermement. « Ensemble. Nous avons les preuves dans tes peintures. Nous pouvons le traduire en justice. » Julien nous a regardés, confus. « Des preuves ? De quoi parlez-vous » Rapidement, nous lui avons expliqué les codes cachés dans les peintures d'Amélie, les informations que nous avions découvertes sur les activités illégales d'Antoine. Julien a écouté attentivement, ses yeux s'élargissant de plus en plus. « C'est incroyable », a-t-il finalement dit, mais aussi extrêmement dangereux. Si Antoine apprend que ces peintures existent, il ne le saura pas, ai-je dit fermement. Nous allons protéger Amélie et ses peintures, coûte que coûte. Amélie m'a regardé et j'ai vu un mélange de gratitude et quelque chose d'autre dans ses yeux. Quelque chose qui a fait bondir mon cœur dans ma poitrine. « Étienne, m'a-t-elle dit doucement, je ne peux pas te demander de te mettre en danger pour moi. » J'ai pris sa main dans la mienne, la regardant dans les yeux. « Tu ne me le demandes pas, Amélie. Je choisis d'être à tes côtés. Je ne te laisserai pas affronter cela seul. » Julien nous observait, une expression pensive sur son visage. « Nous aurons besoin d'un plan, » a-t-il finalement dit. « Antoine est dangereux et il a des connexions. Nous ne pouvons pas simplement aller à la police sans être sûrs qu'ils nous croiront. » J'ai acquiescé, sentant le poids de la situation sur mes épaules. « Tu as raison. Nous devons rassembler toutes les informations possibles, nous assurer que notre dossier est solide. » Nous avons passé les heures suivantes à discuter de stratégie, analysant chaque angle possible. Julien s'est avéré être une source inestimable d'informations, nous fournissant des détails sur les opérations d'Antoine qu'Amélie elle-même ne connaissait pas. Pendant que nous parlions, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comment Amélie s'appuyait sur moi, cherchant du réconfort dans ma présence. J'ai ressenti un mélange de protection et quelque chose de plus profond, quelque chose que je n'osais pas encore nommer. C'était presque l'aube quand nous avons finalement décidé de nous reposer un peu. J'ai accompagné Julien à l'une des chambres d'amis, tandis qu'Amélie se retirait dans sa chambre. Avant que je puisse aller dans la mienne, Amélie m'a arrêté dans le couloir. « Étienne », a-t-elle dit doucement, « merci pour tout. » Je l'ai regardée, sentant mon cœur se gonfler d'émotion. « Tu n'as pas à me remercier, Amélie. Je n'ai pas pu terminer ma phrase. » Soudain, Amélie s'est approchée et m'a embrassé. C'était un baiser doux, presque timide, mais j'ai senti comme si un courant électrique parcourait tout mon corps. Quand nous nous sommes séparés, j'ai vu une lueur dans ses yeux qui m'a coupé le souffle. « Bonne nuit, Étienne », a-t-elle murmuré avant de disparaître dans sa chambre. Je suis resté là abasourdi, touchant mes lèvres là où les siennes avaient été quelques instants auparavant. À cet instant, j'ai su que ma vie avait changé irrévocablement. Je n'aidais plus simplement Amélie. J'étais amoureux d'elle. Les jours suivants ont été un tourbillon d'activités. Entre les préparatifs de l'exposition et nos efforts pour rassembler des preuves contre Antoine, nous avions à peine le temps de respirer. Mais à chaque moment libre, mes pensées revenaient à ce baiser, à la façon dont Amélie me regardait maintenant, avec un mélange de vulnérabilité et quelque chose de plus profond. Un après-midi, alors que nous travaillions à déchiffrer d'autres codes dans les peintures d'Amélie, j'ai reçu un appel qui a glacé mon sang. « Monsieur Dupont », a dit une voix douce à l'autre bout de la ligne. « Je m'appelle Antoine Mercier. Je crois que nous avons un intérêt commun à discuter. » J'ai senti mon cœur s'arrêter. Antoine, l'homme qui avait tourmenté Amélie pendant des années, qui l'avait forcé à vivre dans l'ombre. Et maintenant il était au téléphone, me parlant comme si nous étions de vieux amis. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » ai-je dit, essayant de garder ma voix ferme. Antoine a ri doucement. « Allons, monsieur Dupont. Nous savons tous les deux que vous protégez Amélie. J'admire votre loyauté, vraiment. Mais j'ai peur que vous ne vous impliquiez dans quelque chose que vous ne comprenez pas complètement. » J'ai senti une vague de fureur. « Ce que je comprends, » ai-je dit entre mes dents, « c'est que vous avez détruit la vie d'une femme innocente. Et si vous pensez que je vais vous laisser la blesser à nouveau, vous vous trompez lourdement. » Il y a eu un moment de silence à l'autre bout de la ligne. Quand Antoine a repris la parole, sa voix avait perdu toute trace d'amabilité. « Faites attention, monsieur Dupont.
Vous jouez un jeu dangereux. Je vous suggère de reconsidérer votre position. Disons 1 million d'euros pour que vous vous écartiez et me laissiez régler cette affaire avec Amélie. J'ai senti mon sang bouillir. Gardez votre argent, ai-je craché. Je ne trahirai pas Amélie. Quel dommage, a dit Antoine, sa voix froide comme la glace. J'espérais que nous pourrions régler cela de manière civilisée. Mais si vous insistez pour être un obstacle, eh bien j'ai des moyens de m'occuper des obstacles. La ligne a été coupée avant que je puisse répondre. Je suis resté là, tenant le téléphone, sentant comme si le monde se refermait autour de moi. « Étienne ?» La voix d'Amélie m'a tiré de ma transe. Je me suis retourné pour la voir debout dans l'embrasure de la porte, son visage plein d'inquiétude. « Que se passe-t-il? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » Pendant un moment, j'ai envisagé de ne rien lui dire. Je voulais la protéger, lui éviter plus de douleur, mais je savais que je ne pouvais pas lui mentir. Pas maintenant. « C'était Antoine », ai-je dit doucement, voyant la couleur quitter son visage. « Il sait que tu es ici, Amélie. Et il m'a offert de l'argent pour te livrer. » Amélie a vacillé et je me suis précipité à ses côtés pour la soutenir. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Je l'ai regardée dans les yeux, voyant la peur et la vulnérabilité en eux. Je lui ai dit d'aller au diable, ai-je répondu fermement. « Amélie, je ne vais pas t'abandonner. Peu importe ce qu'Antoine fera, je serai à tes côtés. » Elle m'a regardé et j'ai vu des larmes se former dans ses yeux. « Et Étienne, a-t-elle murmuré, je t'aime. » À ce moment-là, avec le danger planant sur nous et un avenir incertain devant nous, je l'ai embrassée. C'était un baiser désespéré, plein de peur et d'amour et de promesses silencieuses. Quand nous nous sommes séparés, j'ai vu une détermination dans les yeux d'Amélie que je n'avais jamais vue auparavant. « Nous allons l'affronter », a-t-elle dit fermement. Ensemble, j'ai acquiescé, ressentant un mélange de peur et de détermination. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je savais une chose avec certitude. Je ferais n'importe quoi pour protéger Amélie, pour m'assurer qu'elle n'aurait plus jamais à vivre dans la peur. Ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'était que le véritable danger ne faisait que commencer, et que les secrets que nous étions sur le point de découvrir allaient changer nos vies à jamais. Les jours suivants furent une montagne russe d'émotions et de découvertes. Nous travaillions sans relâche, Amélie, Julien et moi, déchiffrant les codes dans les peintures et rassemblant toutes les informations que nous pouvions sur les activités illégales d'Antoine. C'est lors d'une de ces sessions de travail qu'un événement se produisit qui allait changer le cours de nos vies à jamais. Nous examinions l'une des peintures les plus récentes d'Amélie, une toile remplie de tons sombres et de tourbillons de couleurs qui semblèrent cacher des secrets dans chaque coup de pinceau. Julien était penché sur la peinture, les yeux plissés, alors qu'il essayait de déchiffrer un motif particulièrement complexe. Soudain, il s'est redressé, le visage pâle, comme s'il avait vu un fantôme. « Ce n'est pas possible », a-t-il murmuré. « Que se passe-t-il » ai-je demandé, sentant une vague d'anxiété. Julien nous a regardés, ses yeux allant d'Amélie à moi avec une expression de choc. Ce code, il ne parle pas seulement des activités d'Antoine, il y a des informations sur un enfant, un bébé né il y a 30 ans. J'ai senti mon cœur s'arrêter. 30 ans, mon âge exact. J'ai regardé Amélie, voyant la couleur quitter son visage. « Non » a-t-elle murmuré, sa voix à peine audible. « Ce n'est pas possible. » Julien a continué, sa voix tremblant légèrement. « Le code parle d'un bébé né d'Amélie et d'un homme nommé François. Un bébé qui a été donné en adoption pour le protéger d'Antoine. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai eu l'impression que le monde s'était arrêté, comme si tout ce que je croyais savoir sur moi-même s'effondrait. « Étienne !» La voix d'Amélie m'a sorti de ma transe. Je l'ai regardée, voyant des larmes couler sur ses joues. Je ne savais pas. Je ne me souvenais pas. Antoine, il m'a fait oublier. Il m'a drogué. Il m'a manipulé. Je pensais avoir perdu le bébé. J'ai reculé en chancelant, sentant comme si le sol s'ouvrait sous mes pieds. « Êtes-vous en train de dire que vous êtes ma mère ?» Amélie a acquiescé, sanglotant maintenant. François était l'amour de ma vie. Antoine l'a tué par jalousie, par vengeance. Je t'ai donné en adoption pour te protéger. Pour te garder en sécurité, loin d'Antoine. Mon esprit tournoyait. Toute ma vie, toute mon identité, tout ce que je croyais savoir sur moi-même, tout était un mensonge. Mes parents,
ai-je dit, ma voix sonnant étrange même à mes propres oreilles. Ceux qui sont morts quand j'avais 20 ans. Ils devaient être tes parents adoptifs, a dit Julien doucement. Ils connaissaient probablement la vérité, mais l'ont gardée secrète pour te protéger. Je me suis effondré sur une chaise, sentant comme si le monde entier s'était retourné. Amélie, ma mère, la femme que j'avais sauvée de la rue, dont j'étais tombé amoureux. Je suis tellement désolé, Étienne, a sangloté Amélie, s'approchant de moi mais s'arrêtant, comme si elle avait peur de me toucher. Je n'ai jamais voulu t'abandonner. Je voulais te protéger. Je t'ai aimé chaque jour de ma vie. Je l'ai regardé, voyant la douleur et le regret dans ses yeux. Je voulais être en colère. Je voulais crier et maudire l'injustice de tout cela. Mais en la regardant, en voyant la souffrance sur son visage, je n'ai ressenti qu'une profonde tristesse et un besoin écrasant de la réconforter. Je me suis levé et sans réfléchir, je l'ai prise dans mes bras. Elle s'est raidie un instant surprise puis s'est fondue dans mon étreinte, sanglotant contre ma poitrine. « Je te pardonne », ai-je murmuré, sentant mes propres larmes couler. « Ce n'était pas ta faute. Tu as fait ce que tu croyais être le mieux pour me protéger. » Nous sommes restés ainsi pendant ce qui semblait une éternité, mère et fils réunis après 30 ans de séparation. Quand nous nous sommes finalement séparés, j'ai vu un mélange d'amour et de douleur dans les yeux d'Amélie qui m'a brisé le cœur. « Que faisons-nous maintenant ?» a demandé Julien, brisant le silence. J'ai pris une profonde inspiration, sentant une détermination que je n'avais jamais éprouvée auparavant. « Maintenant, ai-je dit, ma voix ferme, nous allons après Antoine. Pas seulement pour ce qu'il t'a fait, Amélie, ma mère, mais pour ce qu'il nous a fait à tous, pour nous avoir volé 30 ans ensemble. » Amélie m'a regardé et j'ai vu une lueur de fierté dans ses yeux. « Ensemble » a-t-elle dit, prenant ma main. « Ensemble » ai-je répété, serrant sa main. À ce moment-là, avec le poids de 30 ans de secrets enfin révélés, j'ai senti que quelque chose changeait en moi. Je n'étais plus seulement Étienne Dupont, le jeune millionnaire solitaire. J'étais le fils d'Amélie et François, un homme avec une mission. Ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est qu'Antoine était plus proche que nous ne le pensions, et que la bataille que nous étions sur le point de mener serait la plus difficile de nos vies. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions et d'activités frénétiques. Tout en essayant de gérer la révélation qu'Amélie était ma mère biologique, nous nous sommes plongés à fond dans nos efforts pour exposer Antoine. Julien s'est avéré être un allié inestimable. Sa connaissance du monde de l'art et ses connexions nous ont fourni des informations cruciales sur les opérations actuelles d'Antoine. Nous avons découvert qu'il prévoyait une grande vente aux enchères où il vendrait une collection d'œuvres falsifiées d'une valeur de millions d'euros. « C'est notre chance », ai-je dit lors d'une de nos réunions stratégiques. Si nous pouvons exposer la falsification pendant la vente aux enchères, devant tous les acheteurs et la presse, ce serait la fin d'Antoine, a terminé Amélie, ses yeux brillants d'un mélange d'espoir et de peur. Nous avons travaillé jour et nuit, nous préparant pour l'événement. J'ai utilisé mes connexions dans le monde des affaires pour obtenir des invitations à la vente aux enchères. Amélie a travaillé sans relâche sur une nouvelle peinture, une qui contiendrait des preuves irréfutables des activités illégales d'Antoine. La veille de la vente aux enchères, alors que nous revoyions notre plan une dernière fois, Amélie m'a arrêté. « Étienne » a-t-elle dit doucement, prenant ma main. « Je veux que tu saches, quoi qu'il arrive demain, je suis fier de toi. Et je t'aime non seulement comme la femme que je pensais être quand nous nous sommes rencontrés, mais comme ta mère. » J'ai senti mon cœur se gonfler d'émotion. Malgré la confusion et la douleur des derniers jours, je savais que ce que je ressentais pour Amélie était réel. C'était un amour compliqué, transformé par la vérité, mais pas moins profond. « Je t'aime aussi », ai-je dit, serrant sa main. « Et nous allons surmonter cela ensemble. » Le matin de la vente aux enchères est arrivé trop vite. Je me suis habillé de mon meilleur costume, sentant le poids de la responsabilité sur mes épaules. Amélie portait une robe élégante, ses cheveux relevés en un chignon sophistiqué. Il était difficile de croire que cette femme belle et sûre d'elle était la même personne que j'avais trouvée dans la rue il y a des mois. Quand nous sommes arrivés sur le lieu de la vente aux enchères, j'ai senti mon cœur s'accélérer. La salle était remplie de l'élite du monde de l'art, de riches collectionneurs et de critiques influents. Et là, au centre de tout, se trouvait Antoine. Je l'ai reconnu immédiatement, bien que je ne l'ai jamais vu en personne.
Il était grand et élégant, dans un costume impeccable et avec un sourire charmeur qui n'atteignait pas ses yeux froids. Quand il nous a vus entrer, j'ai vu un éclair de surprise sur son visage, rapidement remplacé par un masque de courtoisie. « Monsieur Dupont », a-t-il dit, s'approchant de nous avec une coupe de champagne à la main. « Quelle agréable surprise, et je vois que vous avez amené une invitée très spéciale. » Ses yeux se sont posés sur Amélie, et j'ai vu comment elle s'est raidie à côté de moi. Instinctivement, j'ai fait un pas en avant, me plaçant entre eux. « Monsieur Mercier », ai-je dit, gardant ma voix ferme. « Nous sommes ici pour profiter de la vente aux enchères, rien de plus. » Antoine a souri, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Bien sûr », a-t-il dit doucement. « Profitez de la soirée. » Il s'est éloigné, se mêlant à la foule, mais je pouvais sentir ses yeux sur nous toute la soirée. La vente aux enchères a commencé, et nous avons observé avec une tension croissante comment les œuvres falsifiées se vendaient pour des sommes astronomiques. Julien, qui s'était infiltré parmi le personnel de l'événement, nous donnait des mises à jour discrètes via une oreillette cachée. Finalement, le moment que nous attendions est arrivé. La dernière pièce de la soirée, le joyau de la couronne de la collection d'Antoine, a été présenté. « Maintenant », ai-je murmuré à Amélie. Elle a acquiescé, son visage pâle mais déterminé. Elle s'est levée, attirant l'attention de tous dans la salle. « Cette peinture est un faux », a-t-elle dit, sa voix forte et claire, « et je peux le prouver. » Le silence qui a suivi était assourdissant. J'ai vu le visage d'Antoine se tordre de fureur, mais avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Amélie a continué. « J'ai apporté une de mes propres œuvres », a-t-elle dit, pointant le tableau que nous avions apporté avec nous. Une œuvre qui contient des preuves irréfutables des activités illégales de M. Mercier. Le chaos a éclaté dans la salle. Les invités murmuraient et s'agitaient, tandis qu'Antoine s'avançait vers nous, son visage un masque de fureur. « Garde !» a-t-il crié. « Sortez ces imposteurs d'ici !» Mais avant que quiconque ne puisse bouger, les portes de la salle se sont ouvertes brusquement. Un groupe de policiers est entré, dirigé par un inspecteur que j'ai reconnu de mes contacts précédents. « Antoine Mercier », a dit l'inspecteur, sa voix résonnant dans le silence soudain. « Vous êtes en état d'arrestation pour fraude et falsification. » J'ai vu la couleur quitter le visage d'Antoine. Pendant un moment, il a semblé qu'il allait résister, mais ensuite ses épaules se sont affaissées en signe de défaite. Alors que les policiers le menottaient, Antoine m'a regardé droit dans les yeux. « Ne croyez pas que c'est terminé, Dupont », a-t-il sifflé. « J'ai des amis puissants, et je connais votre secret, le secret de votre véritable identité. » J'ai senti mon sang se glacer. Comment pouvait-il savoir? Mais avant qu'il ne puisse en dire plus, les policiers l'ont emmené. Le reste de la soirée s'est passé dans un flou de déclarations à la police et de questions des journalistes qui avaient été alertés du scandale. Quand nous avons finalement pu partir, j'étais épuisé, mais euphorique. « Nous avons réussi », ai-je dit à Amélie alors que nous montions dans la voiture. « C'est fini. » Elle m'a souri, mais j'ai pu voir l'inquiétude dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'Antoine voulait dire à propos de ta véritable identité ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. « Je ne sais pas », ai-je dit. « Mais ça n'a pas d'importance. L'important est que nous sommes en sécurité, que tu es en sécurité. » Amélie a pris ma main, la serrant doucement. « Merci, Étienne. Pour tout. » Alors que nous roulions vers la maison, j'ai ressenti un mélange de soulagement et d'appréhension. Nous avions gagné une bataille importante, mais quelque chose me disait que la guerre n'était pas encore terminée. Ce que je ne savais pas à ce moment-là, c'est à quel point ce pressentiment allait s'avérer juste et comment les paroles d'Antoine allaient revenir nous hanter de la manière la plus inattendue. Les jours qui ont suivi la vente aux enchères ont été un tourbillon d'activités. La nouvelle de l'arrestation d'Antoine et du scandale des faux s'est répandue comme une traînée de poudre dans le monde de l'art. Amélie et moi nous sommes retrouvés submergés de demandes d'interviews et de déclarations. Mais au milieu de tout ce chaos, je ne pouvais m'empêcher de penser aux derniers mots d'Antoine. Comment pouvait-il connaître ma véritable identité? Et que savait-il d'autre qu'il ne nous avait pas dit? Une semaine après l'arrestation d'Antoine, j'ai reçu un appel qui allait tout changer une fois de plus. « Monsieur Dupont », a dit une voix grave à l'autre bout de la ligne. « Je suis l'inspecteur Leroy. J'ai besoin que vous veniez au commissariat. Il y a quelque chose que vous devez voir. » J'ai senti un frisson parcourir mon dos. « De quoi s'agit-il » ai-je demandé, essayant de garder ma voix ferme. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne.
Il vaut mieux que vous le voyiez par vous-même, a finalement dit l'inspecteur. Et ce serait bien que vous ameniez Madame Amélie avec vous. J'ai raccroché le téléphone avec un sentiment de crainte grandissant. Quand j'ai raconté l'appel à Amélie, j'ai vu la peur se refléter dans ses yeux. « Tu crois que ça a un rapport avec ce qu'Antoine a dit ?» a-t-elle demandé doucement. J'ai acquiescé. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Le trajet jusqu'au commissariat a été tendu et silencieux. À notre arrivée, l'inspecteur Leroy nous attendait. Il nous a conduits dans une salle d'interrogatoire, où un gros dossier était posé sur la table. « Ce que je m'apprête à vous montrer, a dit l'inspecteur, sa voix grave, va changer vos vies à jamais. Êtes-vous sûr de vouloir le savoir ?» J'ai regardé Amélie, voyant la détermination dans ses yeux malgré la peur. J'ai pris sa main et j'ai fait un signe de tête à l'inspecteur. Leroy a ouvert le dossier et a commencé à sortir des documents. Des certificats de naissance, des rapports médicaux, de vieilles photographies. Au fur et à mesure que je les examinais, j'ai senti mon monde vaciller. « Selon ces documents, a dit l'inspecteur, vous, monsieur Dupont, n'êtes pas fils unique comme vous le pensiez. Vous avez une sœur jumelle. » J'ai senti que l'air me manquait. « Une sœur? Comment était-ce possible ?» Amélie a laissé échapper un sanglot étouffé. « 2 bébés, a-t-elle murmuré. « Je me souviens avoir donné naissance à 2 bébés. Mais Antoine, il m'a dit que l'un était mort. » L'inspecteur a hoché la tête gravement. « Il semble qu'Antoine ait séparé les jumeaux à la naissance. Monsieur Dupont a été donné en adoption, comme vous le saviez déjà. Mais la petite fille, qu'est-il arrivé à elle ?» ai-je demandé, ma voix à peine plus qu'un murmure. Leroy a sorti une dernière photographie. C'était l'image d'une jeune femme, avec un visage qui était le reflet du mien. « Elle s'appelle Sophie, a dit l'inspecteur. Et elle a été sous la garde d'Antoine toutes ces années. J'ai senti que le monde s'arrêtait. Une sœur, une jumelle qui avait grandi sous le contrôle de l'homme qui avait détruit nos vies. « Où est-elle maintenant ?» a demandé Amélie, sa voix tremblante. L'inspecteur a secoué la tête. « Nous ne savons pas. Elle a disparu peu après l'arrestation d'Antoine. Mais elle a laissé ceci pour vous. Il nous a tendu une enveloppe. D'une main tremblante, je l'ai ouverte et j'en ai sorti une note. « Étienne et Amélie, disait-elle. Si vous lisez ceci, cela signifie que vous connaissez enfin la vérité. J'ai passé toute ma vie sous le contrôle d'Antoine, mais maintenant je suis libre. Je veux vous rencontrer, mais j'ai besoin de temps. Je vous trouverai quand je serai prête. Avec amour, Sophie. » J'ai regardé Amélie, voyant les larmes couler sur ses joues. Sans un mot, je l'ai prise dans mes bras, sentant mes propres larmes tomber. Nous sommes sortis du commissariat dans un état de choc. Nous avions maintenant une nouvelle mission, trouver Sophie et réunir notre famille. Ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est que Sophie était plus proche que nous ne le pensions, et que le chemin vers notre réunion serait rempli de dangers que nous n'aurions jamais pu imaginer. Les jours qui ont suivi la révélation concernant Sophie ont été une montagne russe d'émotions. Amélie oscillait entre la joie de savoir que sa fille était vivante et la douleur d'avoir perdu 30 ans avec elle. Moi, de mon côté, j'étais submergé par l'idée d'avoir une sœur jumelle dont j'ignorais l'existence. Nous nous sommes plongés à fond dans la recherche de Sophie. J'ai engagé les meilleurs détectives privés, utilisé chaque contact que j'avais dans le monde des affaires et de l'art. Mais Sophie semblait avoir disparu sans laisser de traces. Un soir, alors que nous examinions les maigres informations que nous avions réussi à rassembler, Amélie m'a surpris avec une question. « Étienne, a-t-elle dit doucement, crois-tu qu'elle voudra de nous dans sa vie, après tout ce qui s'est passé ?» Je l'ai regardée, voyant la peur et l'espoir lutter dans ses yeux. « Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement, mais nous devons essayer, c'est notre famille. » Amélie a acquiescé, une larme glissant sur sa joue. Je l'ai prise dans mes bras, sentant le poids de 30 ans de secrets et de pertes entre nous. C'est Julien qui nous a finalement donné la piste dont nous avions besoin. Il est arrivé un après-midi, haletant et les yeux brillants d'excitation. « Je l'ai vue, a-t-il dit à bout de souffle. « Sophie, elle est ici, en ville. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. « Où ?» ai-je demandé, me levant d'un bond. « Dans une galerie d'art du centre-ville, » a répondu Julien. Elle regardait une des peintures d'Amélie. Je l'ai reconnue grâce à la photo que vous m'avez montrée. J'ai regardé Amélie, voyant la détermination dans ses yeux. « Allons-y, ai-je dit. Le trajet jusqu'au centre-ville a été le plus long de ma vie. Quand nous sommes finalement arrivés à la galerie, j'ai senti que mon cœur allait sortir de ma poitrine
et elle était là, debout devant l'une des peintures les plus récentes d'Amélie, une femme qui aurait pu être mon reflet dans un miroir, les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux verts. Sophie. Nous nous sommes approchés lentement, craignant de l'effrayer. Quand nous étions à quelques pas d'elle, elle s'est retournée. Pendant un moment, nous nous sommes regardés en silence. J'ai pu voir le choc dans ses yeux, la reconnaissance, la peur et l'espoir. « Sophie », a dit Amélie doucement, sa voix brisée par l'émotion. Sophie nous a regardés, ses yeux se remplissant de larmes. « Maman », a-t-elle murmuré. « Étienne ». Et puis, sans prévenir, elle s'est jetée dans nos bras. Nous nous sommes enlacés là, au milieu de la galerie, 30 ans de séparation se dissolvant en un moment de pure connexion. Quand nous nous sommes finalement séparés, Sophie nous a regardés avec un mélange de joie et de tristesse. « Je suis désolée », a-t-elle dit. « Je suis désolée d'avoir mis si longtemps à vous chercher. J'avais peur. Antoine m'a dit tant de mensonges à votre sujet. »« Ce n'est pas ta faute », ai-je dit, prenant sa main. « L'important est que nous soyons ensemble maintenant. » Nous avons passé les heures suivantes dans un café voisin, nous mettant à jour sur nos vies. Sophie nous a raconté comment elle avait grandi sous le contrôle d'Antoine, comment elle avait découvert la vérité peu avant son arrestation. « Quand ils l'ont arrêté, a-t-elle dit, j'ai su que c'était ma chance d'être libre. Mais j'avais peur de vous affronter. J'avais besoin de temps pour assimiler tout ça. »« Nous comprenons, » a dit Amélie doucement. « L'important est que tu sois là maintenant. » Pendant que nous parlions, j'ai senti qu'une pièce dont j'ignorais l'absence trouvait sa place dans mon cœur. Nous avions beaucoup à surmonter, beaucoup à guérir, mais nous étions ensemble. Nous étions une famille. Ce que nous ne savions pas à ce moment-là, c'est que notre réunion n'était pas passée inaperçue. Dans l'ombre, quelqu'un nous observait, quelqu'un qui n'était pas prêt à laisser notre bonheur nouvellement découvert durer. Les jours qui ont suivi notre rencontre avec Sophie ont été comme un rêve. Nous avons passé chaque moment ensemble, partageant des histoires, riant, pleurant, rattrapant le temps perdu. Amélie rayonnait de bonheur, ayant enfin ses 2 enfants à ses côtés. Mais le bonheur ne dure jamais éternellement, surtout quand il y a des secrets sombres qui rôdent dans l'ombre. Un après-midi, alors que nous étions tous chez moi, la sonnette a retenti. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis retrouvé face à face avec l'inspecteur Leroy. « Monsieur Dupont », a-t-il dit, son visage sombre. « Nous avons un problème. » Nous nous sommes tous réunis dans le salon pendant que Leroy nous expliquait la situation. Antoine s'était échappé de la garde à vue pendant son transfert vers la prison. « Nous pensons qu'il a de l'aide de l'extérieur », a dit Leroy. « Et nous avons des raisons de croire qu'il vient pour vous. » J'ai senti un frisson parcourir mon dos. J'ai regardé Amélie et Sophie, voyant la peur se refléter dans leurs yeux. « Que pouvons-nous faire ?» ai-je demandé, sentant une détermination féroce grandir en moi. Je n'allais pas laisser Antoine nous séparer à nouveau. « Nous allons vous placer sous protection policière », a dit Leroy, « mais j'ai besoin que vous soyez vigilants. Antoine est dangereux et il ne reculera devant rien. » Les jours suivants ont été tendus. Nous vivions dans un état d'alerte constant, sursautant à chaque bruit inattendu. Mais malgré la peur, nous avons refusé de nous séparer. Nous avions passé trop de temps éloignés les uns des autres pour permettre à Antoine de nous diviser à nouveau. C'est Sophie qui a finalement proposé un plan. « Nous devons l'affronter », a-t-elle dit un soir pendant que nous dînions. « À nos conditions. C'est la seule façon de mettre fin à tout cela une fois pour toutes. » Amélie a pâli à cette idée, mais j'ai vu la détermination dans les yeux de ma sœur et j'ai su qu'elle avait raison. « Que suggères-tu » ai-je demandé. Sophie a souri, un sourire qui m'a rappelé de manière inquiétante celui d'Antoine. « Nous lui tendons un piège, en utilisant l'art qui nous a unis en premier lieu. » Le plan était risqué mais brillant dans sa simplicité. Nous allions annoncer une exposition spéciale des œuvres d'Amélie, comprenant une pièce jamais vue auparavant qui était censée contenir la clé pour démasquer les complices d'Antoine dans le monde de l'art. « Il ne pourra pas résister », a dit Sophie. « Il viendra essayer de détruire les preuves. » Et ainsi nous nous sommes mis au travail. Amélie a peint jour et nuit, créant un chef-d'œuvre qui servirait d'appât. J'ai utilisé mes connexions pour organiser l'exposition en un temps record. Sophie a travaillé avec la police, s'assurant que chaque détail du plan soit parfaitement coordonné. La nuit de l'exposition est arrivée trop vite. L'air était chargé de tension alors que les invités commençaient à arriver. Amélie, Sophie et moi nous déplacions parmi la foule, nos nerfs à fleur de peau, guettant le moindre signe d'Antoine. C'est vers minuit que nous l'avons vu.
Il est entré par une porte latérale, son visage caché sous l'ombre d'un chapeau, mais nous l'avons reconnu instantanément. « Il est là !» ai-je murmuré dans le microphone caché que je portais. J'ai vu Antoine se déplacer furtivement vers la pièce maîtresse de l'exposition, la peinture qui était censée contenir les preuves contre lui. Juste au moment où il allait l'atteindre, les lumières se sont éteintes. Quand elles se sont rallumées quelques secondes plus tard, Antoine était entouré par un cercle de policiers, le roi à leur tête. « C'est fini, Antoine », a dit l'inspecteur. « Cette fois, il n'y a pas d'échappatoire. » Mais Antoine ne s'est pas rendu sans combattre. D'un mouvement rapide, il a sorti une arme et l'a pointée directement sur Amélie. « Si je ne peux pas la voir, a-t-il crié, personne ne l'aura. » Tout s'est passé au ralenti. J'ai vu le doigt d'Antoine se crisper sur la détente. Sans réfléchir, je me suis élancé en avant, m'interposant entre Antoine et Amélie. J'ai entendu le coup de feu, j'ai ressenti une douleur aiguë à l'épaule. Et puis l'obscurité, quand j'ai repris conscience, j'étais dans un lit d'hôpital. Amélie et Sophie étaient à mes côtés, leur visage marqué par la fatigue et l'inquiétude, mais aussi par le soulagement. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, ma voix rauque. « Tu as sauvé ma vie », a dit Amélie doucement, prenant ma main. « Antoine est sous garde. Cette fois, il n'échappera pas. » Sophie a souri, serrant mon autre main. « C'est fini, mon frère. Nous sommes libres. » Alors que je gisais là, entouré des deux femmes qui comptèrent le plus pour moi au monde, j'ai ressenti une paix que je n'avais jamais connue qu'auparavant. Nous avions traversé l'enfer, mais nous en étions sortis de l'autre côté, ensemble. « Et maintenant ?» ai-je demandé doucement. Amélie a souri, ses yeux brillants de larmes de joie. « Maintenant, nous vivons, Étienne, comme une famille. » Et ainsi, alors que le soleil se levait sur un nouveau jour, marquant le début d'un nouveau chapitre de nos vies, j'ai su que, quoi que l'avenir nous réserve, nous l'affronterions ensemble, comme mère et enfant, comme frère et sœur, comme une famille enfin complète. Épilogue. 1 an s'est écoulé depuis cette nuit fatidique à la galerie. Antoine a été jugé et condamné à une longue peine de prison pour ses crimes. Le monde de l'art a été secoué par le scandale, mais lentement, il commence à se reconstruire. Amélie a repris sa place légitime dans le monde artistique. Ses nouvelles œuvres, inspirées par notre histoire, ont capturé l'imagination du public et des critiques. Elle peint avec une passion renouvelée, chaque coup de pinceau semblant raconter notre histoire de perte, de retrouvailles et de rédemption. Sophie a trouvé sa voie dans la restauration d'art. Son talent pour déceler les faux, hérité de son éducation forcée auprès d'Antoine, est maintenant utilisé pour une bonne cause. Elle travaille avec les musées et les collectionneurs pour authentifier les œuvres et préserver le patrimoine artistique. Quant à moi, j'ai découvert une nouvelle passion. J'ai créé une fondation pour aider les artistes en difficulté et les enfants séparés de leur famille. C'est ma façon de donner un sens à tout ce que nous avons traversé, de transformer notre douleur en quelque chose de positif. Nous vivons tous les trois dans la grande maison que j'avais autrefois trouvée si vide. Maintenant, elle résonne de rires, de discussions animées et du doux bruit des pinceaux sur la toile. Nous apprenons encore à être une famille, à guérir les blessures du passé, mais chaque jour apporte son lot de joies et de découvertes. Parfois, la nuit, je me réveille en sursaut, hanté par les souvenirs de ce que nous avons traversé. Mais alors, j'entends le doux ronflement d'Amélie dans la chambre voisine, où je vois la lumière sous la porte de l'atelier de Sophie, travaillant tard sur un nouveau projet, et je sais que tout ira bien. Nous avons survécu à la tempête, nous avons affronté nos démons et nous en sommes sortis plus forts. Notre histoire n'est pas parfaite, elle est marquée par la douleur et les regrets. Mais c'est notre histoire, et nous continuons à l'écrire ensemble, jour après jour. Alors que je me tiens sur le balcon, regardant le soleil se lever sur la ville, je sens une profonde gratitude m'envahir. Pour Amélie, ma mère, qui n'a jamais cessé de m'aimer, même quand elle ne savait pas qui j'étais. Pour Sophie, ma sœur, dont la force et le courage m'inspirent chaque jour. Et pour cette seconde chance que la vie nous a offerte. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je sais une chose avec certitude. Quoi qu'il arrive, nous l'affronterons ensemble, car c'est ce que font les familles, et après tout ce que nous avons traversé, c'est ce que nous sommes enfin devenus, une famille.